Vous êtes sur le Popcast, le podcast de deux curieux qui parlent de la pop culture. Si je vous dis, nous sommes en 50 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est occupée par des Romains ? Toute ? Non, un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Vous me répondez Astérix, partout Tatis. Le petit héros gaulois malicieux et intrépide créé par René Goscinny et Albert Uderzo qui a donné son nom à une série de bandes dessinées cultes dont on va parler aujourd'hui. Je suis bien entendu accompagné par Noah. Salut. Et on débute sans perdre de temps par un tour de table pour présenter notre rapport à Astérix. Bonjour Noah. Bonjour. Eh bien moi j'ai découvert Astérix très jeune, comme d'habitude, mais pas par le biais de la bande dessinée contrairement à Gaston, mais grâce au dessin animé. Donc je serai un peu plus calé dans le domaine des animations concernant Astérix. Eh ben génial, parce que moi c'est plutôt le contraire. Encore une fois, j'ai très peu vu les dessins animés étant plus jeune. C'est plutôt maintenant, justement dans le but de préparer l'épisode que j'en ai redécouvert. Depuis l'épisode précédent dédié au génialissime Gaston Lagaffe de Franquin, nos auditeurs le savent, je suis passionné de BD franco-belge. Et là où j'adorais Tintin ou Gaston, Astérix a toujours eu une place de choix à leur côté dans ma bibliothèque. J'ai toujours aimé l'aspect BD d'aventure mais qui ne se prive pas d'être étiqueté humoristique grâce à l'incroyable talent des auteurs qui ont toujours réussi à mêler un comique de situation et de répétition très maîtrisé avec une multitude de jeux de mots. Ajoutons à cela des dessinateurs d'exception, à l'immense talent graphique et on obtient une merveille de la littérature qui ne se prend pas au sérieux. On parle d'Astérix car c'est une série qui continue toujours de créer des albums et il y en a un qui est sorti il y a peu qui s'appelle L'Iris Blanc. Et on va aujourd'hui en parler, donner notre avis. Parfaitement, et on commence par le mythe d'Astérix, le mythe de la BD franco-belge qui nous tient tant à cœur. Astérix, c'est avant tout une histoire d'amitié entre deux auteurs. Le premier s'appelle Goscinny et est né en 1926. À 19 ans, il part à New York. Et même si les premières années sont dures, il y rencontre J.G. et Maurice, avec lequel notamment il collaborera pour Lucky Luke, et les rejoint en Belgique où il se fait embaucher à la WordPress pour la qualité de ses scénarios. En 1951, sa première mission consiste à partir pour Paris et récupérer les planches d'un certain Uderzo. C'est le début de leur grande amitié. Albert Uderzo, quant à lui, est né un an plus tard, en 1927, et fait preuve dès son enfance d'un trait fluide, et passe son temps libre à croquer des petits bonhommes dans ses cahiers d'école. Il rêve à cette époque d'être le Walt Disney français. On peut dire qu'il a réussi. Ah oui, évidemment. À partir de 1946, il travaille en tant que dessinateur pour 2 agences de presse. C'est le début de certaines collaborations, notamment avec Charlier, avec qui il dessinera les aventures de Tanguy et la Verdure dans un style réaliste, et bien sûr avec Goscinny. Les deux lurons travailleront donc ensemble sur différents projets comme Papa ou Luc Junior, mais leurs projets obtiennent peu de succès. En 1959, il crée avec d'autres auteurs de l'époque le journal Pilote destiné à la jeunesse. Matin, quel journal ? On rappelle le slogan, bien sûr. On leur demande de créer une BD pour animer le journal avec comme contrainte une histoire bien française et originale. C'est après un long travail qui n'aboutit pas, car l'idée était déjà prise, à savoir le roman de Renard, que les deux amis cherchent inspiration peu de temps avant la sortie officielle. Enfin, ils revisitent mentalement l'histoire de France et songent à l'Antiquité. Avec les Gaulois, Astérix est lancé, aussitôt ils se mettent au travail et la première histoire intitulée Astérix le Gaulois paraît à temps. Racheté par les éditions d'Argo, le journal Pilote continue de plaire au public et c'est l'apparition d'Astérix en album. En 1977, Goscinny meurt, laissant Uderzo seul au dessin et au scénario. Malheureusement, en 2013, Uderzo commence à fatiguer, il ne peut plus se permettre de dessiner. Il confie alors l'avenir de la série à Jean-Yves Ferry au scénario et Didier Cohan au dessin. Et Uderzo qui décédera d'ailleurs en 2020, moi je m'en souviens très bien, c'était en plein milieu du confinement, ça m'avait vraiment fait un choc parce que je m'y attendais pas et puis bien entendu on n'a pas connu la mort de Goscinny nous. Non. Mais Uderzo, oui, c'était vraiment quelque chose de très très fort. Je me souviens de tous ces dessinateurs le lendemain qui sur tous les réseaux sociaux ont mis des illustrations en hommage à Uderzo, c'était vraiment un moment très fort et c'était un monument et en plus c'était un des seuls qui restait de cette époque-là parce que Franquin, Goscinny, Gottlieb, Fred étaient tous partis.
Sur une touche plus joyeuse, maintenant qu'on a bien plombé l'ambiance, on va repartir sur les albums et repartir bien sûr sur le vivant de ces deux auteurs. Quels sont, Noah, tes albums favoris, peut-être ceux qui t'ont marqué Donc j'ai 2 albums d'Astérix qui m'ont particulièrement marqué, c'est Le Combat d'un chef et Le Tour de Gaulle. Alors Le Combat d'un chef m'a marqué parce que dedans on voit Panoramix, le druide sage qui devient complètement fou. Et ça, quand j'étais jeune, ça m'a perturbé. Et le Tour de Gaulle, je l'ai découvert récemment, je l'avais jamais lu. Et j'ai trouvé sympa l'ambiance, qu'il découvre, qu'il trouve Idéfix, qu'il fasse le tour de la Gaule pour trouver des ingrédients pour faire un grand banquet, sachant qu'ils peuvent très bien se sortir de la situation dans laquelle ils sont, sans avoir à... Oui, voilà, il y a quelque chose de très... voilà, c'est ce qu'on disait au début, c'est en même temps de l'aventure, en même temps ça se prend pas au sérieux, et j'aime beaucoup cet album. Alors le combat des chefs, j'aime bien, mais c'est pas non plus parmi mes préférés. Le Tour de Gaulle, j'aime beaucoup, je crois que c'est l'album, le tome 5, je crois. Il me semble... mais il y a, ouais, ici, album 5, parce qu'on les a avec nous, on les a tous relus d'ailleurs pour l'occasion. Évidemment. Et donc, le Tour de Gaulle d'Astérix, oui, j'aime bien. D'ailleurs, c'est là où apparaît Idéfix, au détour d'une boucherie, et ils vont les suivre pendant tout l'album. Et puis, ça nous fait découvrir la France, et c'est un album qui est très français, très gaulois. Il y a vraiment les spécialités de chaque lieu. Voilà. Et même si on n'a pas toutes les références, moi, je me souviens que quand j'étais petit, la poste de Lugdunum, il y avait, je ne sais pas si tu vois, mais... à un moment où il demandait une affaire qu'il y avait eu à la poste de Lyon, je me disais bien qu'il y avait une référence, un gag derrière, mais je ne l'avais pas. Je demandais même à mes parents, mais ils ne l'avaient pas non plus, tellement c'était quelque chose d'ancien qui avait marqué l'époque, mais à ce moment-là. Et je crois qu'il s'est avéré, en fait, après je l'ai lu quelque part, c'était une affaire qu'il y avait eu comme ça avec la poste à Lyon, rien de fou. Mais donc, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais globalement, les autres, ils sont toujours très d'actualité, et n'importe qui, même un enfant, bien qu'il ne saisira pas forcément tout, aura toujours le moyen de retrouver dans Astérix. C'est ça qui est génial, Astérix, les niveaux de lecture. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde y trouve son compte, que ce soit dans l'humour, dans les aventures. C'est toujours quelque chose qui est génial. Et puis tout le monde connaît, tout le monde en a. Bien sûr. Et alors moi, mes albums préférés. Allez. Mon préféré de tout, c'est la Zizanie. C'est vraiment un que j'adore. Je trouve qu'on a vraiment l'esprit Goscinny dedans, puisque il fourmille d'humour, de jeux de mots, de gags de répétition, de gags de situation, de gags de personnages. L'humour est partout. Et en même temps, c'est un de ces albums qui se passe au village, et même si j'aime beaucoup quand nos héros s'en vont voir le monde, j'avoue que les albums au village, c'est peut-être mes préférés. Là, je vois Noah, tu es en train d'ouvrir l'album à la page 19, au repas qu'il y a entre Bonne Mine et toutes les femmes. Rien que ça, c'est hilarant quand elles sont en train de critiquer Astérix, de dire qu'il est un petit peu vieux garçon, que H. Canonix est en fait plutôt jeune, et toujours ces choses-là. Et en fait, l'album, voilà, il se passe au village, et il est vraiment génial, puisque, voilà, on intègre de nouveaux personnages, celui qui est chargé de semer la zizanie, moi, j'aime beaucoup. Pareil, c'est très bien ficelé, il y a vraiment ce truc-là toujours. Et puis on voit que Goscinny et Uderzo, ils sont installés. Ça y est, c'est les boss du game. Ils ont posé leur cadre. Ils peuvent faire des références à ce qu'ils ont mis avant et en même temps continuer d'innover. Donc je trouve que c'est très très réussi. Après, bien sûr, il y a énormément d'autres albums que j'adore de la période Uderzo. On va peut-être en reparler après. C'est pas mal, mais c'est pas le mieux. On peut en parler maintenant d'ailleurs, Noah, puisque en effet, après la mort de Goscinny, où il y a eu d'excellents albums, même Astérix le Légionnaire, moi c'est des choses que j'adore. Quand on a Astérix Gladiateur aussi, Cléopâtre, bien sûr, il est extrêmement culte. Le Domaine des Dieux, j'aime bien, il est un peu dans le même esprit que la Zizanie, mais voilà, avec cet album, c'est pas tant qu'il fait partie de mes préférés, même pas tellement le cas, c'est plus l'intérêt qu'il est... L'ambiance. Ouais, vraiment. Alors ça se passe au village aussi, ouais, mais voilà. On a vraiment un lien qui est établi entre ce qui se passe dans la bande dessinée et ce qui se passe pendant que les auteurs sont en train de l'écrire. C'est-à-dire qu'ils parlent d'une époque d'il y a des années pendant l'Antiquité, et en même temps ils font un parallèle extrêmement bien fait avec ce qui se passe dans leur monde contemporain qui pour nous est déjà un petit peu passé. Donc pour nous c'est hyper intéressant parce qu'on a une vision plus ou moins juste historiquement de la Gaule, une vision plus ou moins critique des années 70, 50, 60, 70, et on a notre vision actuelle. Donc on peut faire le parallèle entre les trois, et je trouve que Astérix ça permet vraiment ça, et c'est très chouette. Et puis
on a la période Uderzo ensuite où il a repris tout seul, qui est une période très très critiquée, avec Le Grand Fossé qui fait la liaison, c'est l'album qui a été fait uniquement par Uderzo. Juste avant, on a Chez les Belges, qui est le dernier, Chez les Belges, et souvent c'est beaucoup critiqué cette période-là de Uderzo, comme quoi il aurait pas réussi à reprendre l'univers. Qu'est-ce que t'en penses toi, Noah? Oh non, moi je pense qu'il a toujours très bien fait son travail. Moi je les ai tous lus et je les ai tous trouvés géniaux, hein. Il y en a bien sûr que j'ai préféré, mais j'ai pas vu tant de différence. Ouais, alors moi, bon, je serais peut-être un peu moins jovial, peut-être un peu plus contrasté. J'admire énormément Uderzo, toujours pour le dessin, et ça c'est inévitable. Quand il a repris la saga, on a beaucoup dit que Astérix était mort avec son créateur, avec Goscinny, et lui il l'a très mal vécu, puisque personne ne parlait de lui, ni de sa détresse d'avoir perdu son plus cher ami, son collègue, ni du fait que lui-même pouvait reprendre. Donc il a repris, je les juge pas extrêmement mauvais les albums, très loin de là, d'ailleurs je les aime bien. J'aimais beaucoup La Galère d'Obélix quand j'étais plus jeune, c'est un peu moins le cas maintenant, mais j'ai toujours un attachement avec cet album-ci. Et par contre, quelque chose qu'on ne peut pas enlever à Uderzo, autant Goscinny était un maître du calembour, moi j'adore les jeux de mots, Raymond DeVos, les choses comme ça, autant Uderzo, il en fait énormément. Et quand on voit, il vaut mieux un tapis persan volé qu'un tapis volant percé. Oh là là. dans Scheherazade ou d'autres répliques. Alors bien sûr, la meilleure, ça reste peut-être quand Goscinny écrit « Il faut jamais parler sèchement à un humide ». C'est toujours des choses à dire. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que Uderzo arrive quand même à garder ça dans sa BD, et c'est essentiel. Et donc c'est sûr que dans la période Uderzo, il y en a un qui divise énormément, enfin même qui est plutôt qui n'est vraiment pas aimé par les fans, c'est Le ciel lui tombe sur la tête, puisqu'il y a une intervention extraterrestre, martienne, ça se veut derrière un hommage à Walt Disney ou aux comics américains, ça se perd un peu. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, je trouve pas ça forcément bien, parce que on prépare un épisode sur Tintin et on va en parler, mais pareil, c'est un peu exagéré pour une BD comme Astérix de faire intervenir des extraterrestres. Ouais, je suis d'accord. Alors ça m'a jamais vraiment dérangé parce que c'est le temps d'un album, c'est pas comme s'il avait complètement modifié la saga, mais dans le même temps, c'est vrai que ça peut poser question, et je comprends que les passionnés ou les lecteurs se soient quelque peu interrogés. Tout n'est pas à jeter de la période Uderzo, même s'il a sûrement bien fait après de laisser le flambeau, pour des raisons de santé notamment, on l'a dit tout à l'heure, mais voilà. Alors passons aux personnages. Alors dans Astérix, on les connaît pas tous dans le village. Alors dans Astérix, il y en a sacrément des personnages, parce que dans les albums, à chaque fois, c'est des méchants différents, toujours un petit peu caricaturés, et c'est ça que j'aime bien, c'est que, alors pas forcément caricaturaux, hein, mais bien caricaturé du fait que Uderzo caricature des personnalités publiques, et ça j'adore. Quand on retrouve Jacques Chirac, je crois que c'est dans le domaine des dieux, quand on retrouve Bernard Blier, quand on retrouve Lino Ventura, enfin, et c'est quelque chose en plus que les nouveaux auteurs ont repris, et ça je trouve ça génial de continuer l'hommage là-dedans, parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup d'avoir ces caricatures-ci. Là dans le tout dernier Astérix, l'Iris Blanc, eh bien on a Jean Rochefort qui a été caricaturé, et ça fait du bien de les retrouver comme ça. Donc tu disais, Noah, les personnages. Alors tout d'abord, nous avons Astérix, le jeune Gaulois et principal protagoniste des histoires. Aux belles moustaches. Oh oui. Toujours suivi d'Obélix et de son petit chien Idéfix. Obélix étant tombé dans la potion magique quand il était petit, il dispose d'une force extraordinaire. D'ailleurs, par rapport à ça, juste j'interviens, j'adore dans Astérix pas Mission Cléopâtre, ça c'est le film, mais dans Astérix c'est Cléopâtre, la BD, quand il met juste un petit chapeau d'égyptien qui va pour la potion et que Panoramix lui dit une goutte et qui lui répond: comment a-t-il pu me reconnaître malgré mon déguisement, alors qu'il a juste un tout petit chapeau. Les répliques d'Astérix, d'Obélix, elles sont super. Quand c'est Astérix, quand ils vont en Angleterre, là c'est Astérix chez les Bretons, et qu'il dit heureusement qu'on a eu le numéro parce que la description de la maison n'aurait peut-être pas suffi. Enfin, ça c'est, moi parce qu'on a un village comme ça. Alors pour ceux qui voient peut-être pas, on a un village où toutes les chaumières sont exactement les mêmes et ils se baladent comme ça dans la rue. C'est excellent. Il est là, il nous lâche des trucs comme ça, c'est excellent. Mais parce qu'il est vraiment attachant, je suppose, enfin j'en suis presque sûr, Obélix c'est sûrement le personnage préféré de la plupart des gens, parce que il est attachant, il est naïf, il est touchant, vraiment Obélix c'est notre petit préféré. Il a un comportement très enfantin, très naïf comme tu disais, il est marrant.
Alors ensuite nous avons Panoramix, le vénérable druide du village qui a confectionné la potion magique qui permet à nos irréductibles gaulois de lutter encore et toujours contre l'envahisseur romain. Ouais, Pano, pour les intimes, bien sûr, dans le film d'Alain Chabat, quand ils disent Pano au lieu de Panoramix, c'est quelque chose qu'ont gardé les fans aussi. Oui, Panoramix qui est toujours d'une lucidité folle. Et dans les moments, et ça arrive parfois, je pense à la zizanie par exemple, j'en reparle, mais quand le village commence à se mettre à l'écart d'Astérix et Obélix pour toujours des raisons variées, ou même le devin, quand Astérix est le seul à avoir le problème ou même dans le dernier l'Iris Blanc, il y a toujours ce même rapport là, parce que on en reparlera après, mais la zizanie, le devin et l'Iris Blanc le dernier sont très proches. L'Iris Blanc ressemble beaucoup à ces deux albums que moi j'aime beaucoup, donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai beaucoup aimé le nouvel album, mais on en reparlera à la fin. Et bien quand tout le village va commencer à s'écarter un petit peu d'Astérix et Obélix, Panoramix, qui est clairvoyant, qui est éclairé, va constamment être de leur côté de manière lucide, pas irraisonnée, et je trouve c'est pour ça qu'il est attachant le Pano. Alors ensuite, c'est bien d'en parler, nous avons Assurance Torix qui est le barde du village et qui n'est jamais compris. C'est vrai. Le pauvre, quand ils font des banquets, à la fin de chaque histoire, est toujours ligoté et bâillonné parce que personne n'aime ses chansons, voilà. Oui, et en plus, il est quand même héros de certaines aventures et parfois, Scheherazade, par exemple, toute l'intrigue dépend de lui pour qu'il pleuve. D'ailleurs, ce truc-là qui a été amené par Uderzo uniquement, le fait que dès qu'il chante, ils se mettent à pleuvoir, ça c'est quelque chose d'Uderzo, ça n'était pas là avec Goscinny. Ça amène peut-être une incohérence de ce côté-là, mais qui n'est pas foncièrement dérangeante. Bon, il peut avoir de l'importance, comme il ne peut ne pas en avoir du tout. Enfin bref. Oui, c'est vrai. C'est très bien le définir. D'ailleurs, le système des banquets à la fin, le fait qu'à la fin de chaque album, on soit persuadé qu'on va finir avec le banquet, j'adore ça. C'est comme quand on le disait dans le précédent album, dans le précédent épisode, quand on parlait de Gaston Lagaffe, le fait de retrouver la signature de Franquin en bas de chaque page, qui est toujours un petit peu aménagée pour faire un dessin comique, le fait de retrouver le banquet à la fin de chaque Astérix, c'est cultissime, pareil. Ensuite, nous avons Abraraccourcix, le chef du village. Oh, il n'y a pas grand chose à dire de lui. Non, il est toujours sur son bouclier et il tombe tout le temps. Voilà. Mais il veut bien se faire voir du village, surtout de sa femme, bonne mine. Et puis dans le village, il n'y a pas beaucoup une représentation féminine. C'est vrai que c'est quelque chose que la femme d'Uderzo reprochait souvent à son mari. Mais après, voilà, comme on le disait, c'est une autre époque de la bande dessinée. Mais je trouve que dans Astérix, ça se voit pas tant que ça, parce qu'on a quand même les femmes du village. Ils essaient d'intégrer des femmes, même si c'est quand même une bande de mecs. Ça reste assez ouvert, je trouve. Pas comme Tintin, dont nous parlerons dans un prochain épisode. Un prochain épisode, on fait un petit teaser, ce sera le prochain épisode qui sera sur Tintin, les aventures de Tintin, donc bien entendu on reviendra là-dessus, mais voilà, sur Astérix c'est pas nécessairement le plus problématique. Ensuite nous avons C'est Automatix et Ordre Alphabétique qui vont ensemble. Les fameux. Ils se mettent toujours sur la tronche. Il est pas frais mon poisson. Il est pas frais mon poisson. Donc bien sûr, et puis après je pense qu'on a fait le tour, H Canonix ou AG Canonix selon les prononciations, qui a comme son nom l'indique un âge canonique, mais d'ailleurs et puis les prénoms, oui on n'a pas dit les prénoms qui sont excellents, le fait de mettre X à la fin de chaque prénom de... Petit jeu de mots. Voilà, ça fait des jeux de mots. Le fait que la femme de Ordre Alphabétique s'appelle Yellow Submarine, que ça fait un rapport avec la chanson des Beatles, enfin, il y a toujours ce truc là, même chez les Romains, enfin, c'est toujours très Caligula Minus. Bon, il faut qu'on en parle. Ce personnage n'est apparu que dans Astérix le Gaulois, je l'adore. Il est excellent, il est petit, il est naïf. Voilà, c'est Caligula Minus qui s'y colle avec les chaises musicales. Enfin, et puis le dessin animé y a participé. Quelle transition! Le dessin animé, ce serait pas le moment de passer aux adaptations d'Astérix? Eh ben peut-être. On commence par la toute première adaptation qu'il y a eu d'Astérix. Il s'agit de Deux Romains en Gaule. C'est à la fois en film, c'est à la fois en dessin animé, c'est un peu des deux. Elle est très peu connue cette adaptation, surtout car Astérix et Obélix ont un tout petit rôle dedans, alors c'est un peu rigolo de le dire. Eux ils sont sous forme animée, tandis qu'il y a des acteurs qui jouent vraiment. Étonnamment, même si c'est très vieux, même si c'est en noir et blanc, même si c'est parfois... discutable notamment au niveau de certaines chansons quand ils amènent le banquet, la fameuse chanson qu'on s'était écouté tous les deux, Noah. Si vous pouvez aller voir je crois que c'est un court-métrage, oui ça doit durer 50 minutes, allez le voir, vous allez pas être déçus, c'est plutôt rigolo. Donc voilà, et j'ai été agréablement surpris par l'histoire qui en vrai est plutôt sympa, les dessins qui sont mais nettement bien mieux que dans les dessins animés qui ont suivi. On retrouve la très bonne ambiance de la BD. Bon, faut dire que c'est Goscinny et Uderzo qui ont mené une bonne partie du projet, mais quand même, parce qu'après, ils ont aussi mené des choses moins bien, donc voilà, on en reparlera bien sûr. Tu l'as vu ce court-métrage ?
Non, malheureusement, je l'ai pas vu. Enfin, j'ai vu des extraits avec toi, comme la musique, d'autres trucs, mais ça a l'air bien fait, oui, pour l'époque. Et je crois, en tout cas, à l'heure où on enregistre, il est présent sur YouTube. Donc, allez écouter ça. Bah, j'irai le voir, tiens. Parfait. On passe au dessin animé, Noah ? Eh bien oui. Dans les années 60 sont sortis les deux premiers Astérix, les deux premiers dessins animés, Astérix le Gaulois et Astérix et Cléopâtre, qui a été très apprécié et repris en film, Astérix Mission Cléopâtre. D'ailleurs, Astérix le Gaulois a été fait sans l'autorisation des auteurs, et ils ont été informés que tout à la fin du projet, ils ont trouvé ça très mauvais, et ils ont dit plus jamais on fait ça, parce que la Serpe d'Or était en préparation, ils ont dit non. Et après, pour Astérix et Cléopâtre, ils ont essayé d'être un peu plus regardants sur tout ce qu'ils pouvaient faire. Mais oui, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ces deux premiers dessins animés ? Bah alors, j'ai préféré Astérix et Cléopâtre, parce que Astérix le Gaulois, j'ai pas trouvé l'animation très bien. Si vous commencez par Astérix, commencez pas forcément par Astérix le Gaulois, parce que même s'il est sympa pour débuter, le dessin fait un peu ancien, il est bien loin du talent immense qu'aura Uderzo par la suite. En dessin animé, bon, on a la musique qui est excellente. Ouais. Ça, c'est... Après, à part ça, en fait, moi, je dois dire que même si, bon, je vous le dis, chers auditeurs, j'ai beaucoup de mal avec les adaptations d'Astérix, qu'elles soient animées ou en live action, j'ai vraiment beaucoup de mal. Mais Astérix le Gaulois, c'est un des rares que j'avais vu étant petit, étant plus jeune, et je dois dire que j'aime bien le côté désuet, le côté un peu suranné qu'il y a dans certains plans. Les animations sont parfois un peu hasardeuses, les voix, le doublage de Roger Carrel, encore une fois, je suis pas sûr, même si je suis très très fan de tout ce qu'a pu faire Roger Carrel, c'est un monument du doublage français, je suis pas sûr que ce soit la meilleure voix pour un héros. Il était un peu excité. Hein. Oui. Alors quand on voit les tout premiers dessins animés, le Astérix c'est vraiment très nerveux, il a une voix ultra nasillarde. Exactement. Ça se perd un peu dans les derniers. Peut-être qu'ils ont dit oh mollo. Calme-toi vieux. Mais bon, ça fait partie du charme. Astérix et Cléopâtre, là vraiment, c'est pas passé pour moi. Non, à part les chansons, le pudding à l'arsenic. Ah, ça quand l'appétit va, tout va. Pour la santé, on va pas partir. Hein. On va partir en chanson. Le bain de Cléopâtre. Oui. Bon, mais par contre le reste, je trouve qu'il est interminable. Alors je crois pas qu'il dure si longtemps, mais qu'est-ce qu'il est long. Moi, j'en peux plus de ce dessin animé. Vraiment, à part le pudding à l'arsenic, rien n'est à garder. Alors je suis confus, je sais que je vais à l'encontre de tout ce que les gens pensent. Les gens généralement adorent ce dessin animé, moi très peu. La voix de Cléopâtre, je ne supporte pas, elle est beaucoup trop fluette. Ah ouais, c'est horrible. Ça, c'est vrai que... On se dit, il en a eu du courage de Jules. Le fait que dans la BD, ils appellent toujours Jules César Jules, ça j'adore aussi. Donc ces dessins animés sont vraiment, je le dis, mauvais pour moi, mais parce qu'ils sont surtout l'incarnation d'une époque, c'est-à-dire que, mais je veux bien reconnaître, voilà, la richesse, c'est les musiques de Gérard Calvi, pour le citer. Et voilà, lesquels autres t'ont marqué en dessin animé, sans faire forcément de manière chronologique ? Alors, il y a Astérix et les Vikings. Alors, pas forcément aimé l'histoire, mais surtout les graphismes qui ont changé et que je m'en suis souvenu. Il y a aussi le Coup du Menhir de 1989, dans lequel Panoramix devient complètement fou. J'avais dit tout à l'heure, ça m'a perturbé quand j'étais jeune. Nous, on le voit comme le druide sage et éclairé lucide, comme tu l'as dit. Donc c'est donc le seul capable de gérer nos Gaulois à vide de bagarre. Et ça fait bizarre de le voir péter les plombs comme ça. Ah, le Coup du Menhir. Bon, j'ai vraiment pas apprécié l'histoire. J'ai du mal avec les animations. J'ai du mal, c'est assez mal amené, surtout par rapport à Astérix chez les Bretons ou la surprise de César qui précède, dans lequel d'ailleurs la surprise de César, on retrouve l'abominablement appréciable Astérix est là de Plastique Bertrand et Vladimir Cosma, rempli de jeux de mots et d'idées parfois foireuses mais qui font nostalgique, qui font années 80. C'est sorti en 84 je crois, 85 je crois cette chanson Astérix est là. Je trouve que eux ils sont vraiment fidèles à la BD, mais le Coup du Menhir, il y a quelque chose dans le côté graphique qui pour moi fait pas bande dessinée. Quand justement tu dis que il devient fou, Panoramix, c'est fait d'une telle manière que comme s'il était complètement, comme s'il était dans ces hallucinations là. Certes c'est dans la BD mais c'est pas amené pareil. Il y a un côté, je sais pas si tu me rejoindras là-dedans, fluide, pas fluide dans le sens du visionnage qui lui ne l'est pas, mais dans les personnages, ils sont comme des corps fluides dans l'espace. Je trouve pas qu'il y a ce truc bande dessinée qu'il peut y avoir. Ils sont peut-être allés chercher autre chose. J'aime moins les graphismes aussi. Quand on voit que dans 2 romans en Gaule ils sont mieux alors qu'ils sont en noir et blanc et qu'ils sont tout. Mais bon, après ça n'engage que moi. Et dans le même esprit, ah là 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 là, alors là autant jusque là j'ai dit que je les aimais pas mais ça pouvait aller, autant les 12 travaux d'Astérix,
je ne peux vraiment pas le supporter. Il me sort par les yeux tant il est... Alors vous allez me dire, c'est pas un fan d'Astérix, c'est pas possible. La BD, j'adore, j'essaie de vous convaincre, mais tant il est invraisemblable. Les scènes n'ont aucun sens. Il est très long, on n'en finit pas, on compte les minutes tout le long. Il est très répétitif. Et au final, Astérix devient maître de Rome, et la seule explication qu'on nous donne, c'est « Oui, mais nous sommes dans un dessin animé !» Non. Ça rend la chose pas du tout officielle. Ouais, c'est la partie que je n'ai pas aimée non plus. Comme tu l'as dit, la fin est bizarre. Après tout, Astérix, c'est une bande de Gaulois vivant dans un petit village en Armorique qui lutte encore et toujours contre un envahisseur romain. D'ailleurs, alors je crois que tu l'aimes bien quand même, ce dessin animé, non ? Alors... Ou ça a changé. Quand j'étais petit, je l'aimais bien, je le regardais beaucoup. Et là, maintenant, ça m'a gavé. Tu t'en es lassé et un voilà, peu. c'est ça. Comment tu as pu voir plusieurs fois ce dessin animé ? Jamais je me remets dedans. J'étais jeune. D'ailleurs, je me suis rendu compte donc qu'il était considéré comme un des meilleurs et qu'il est extrêmement apprécié par rapport aux autres. Alors, je me doute pas qu'il y a peut-être un côté nostalgique dedans ou un manque de lucidité, mais... D'ailleurs, dites-nous, si vous êtes un fan absolu des 12 travaux, la raison qui vous a poussé à tant l'aimer, parce que vraiment je comprends pas, je déteste tout bonnement ce dessin animé, je suis désolé. On passe à la suite. Ah oui, il vaut mieux. On peut aussi citer les 2 longs métrages animés d'Alexandre Astier qui ont eu un excellent succès. Oui, alors je n'ai pas pu les revoir pour l'occasion, ceux-là, mais je me souviens, j'avais vu le deuxième au cinéma, de production très bien faite, autant au niveau des magnifiques graphismes, ils utilisent un côté 3D, on pourrait se dire comme il y avait eu avec Tintin, ça avait fait un peu polémique le fait d'utiliser la 3D pour quelque chose qui est un aplat de couleurs simple, mais ça marche très bien, c'est une jolie 3D, c'est très très beau, c'est très élégant, ça fait quand même très bande dessinée, et l'histoire est toujours bien faite. Alors le premier, c'est adapter le domaine des dieux, pas forcément l'album spontanément où on se dit qu'on va l'adapter, mais je me souviens que le résultat était bon. Et le deuxième, alors... Le secret de la potion magique. Merci, je cherchais le titre. Pareil, c'est une histoire originale celui-ci, et je trouve que ça fonctionne très bien. D'ailleurs, c'est le secret de la potion magique, c'est le seul qui n'a pas la voix de Roger Carrel qui a pris sa retraite à ce moment-là, et c'est Christian Clavier qui a prêté sa voix à Astérix comme il le faisait dans les films. Astérix est aussi passé sur le grand écran avec 5 films, pour la majorité assez mal reçus par le public. Et en parlant d'échecs, on commence avec Astérix et Obélix contre César de 1999. C'est une espèce de mix entre plein d'albums dans lequel Christian Clavier donc se laisse pousser la moustache pour incarner Astérix et Gérard Depardieu enfile des braies rayées afin de jouer Obélix. C'est un incroyable succès au box-office car son nombre d'entrées en France s'élève à 9 millions, faisant de lui le film le plus vu en salle en 1999 en France, devançant même Star Wars 1, La menace fantôme, sur lequel nous ferons probablement un podcast d'ailleurs. Bien sûr. Même si le public vient en masse, la déception est bien présente face à une adaptation que je jugerais très moyenne, voire mauvaise. C'est selon moi peut-être le pire des films parce que l'intrigue n'a pas de sens, c'est tout à fait surréaliste, c'est vraiment barbare, enfin il y a quelque chose de peut-être trop surjoué, tout le passage avec les araignées, je me souviens d'un film très long, Ouais, c'est un peu décousu. Tout à fait. Alors ensuite on a le célèbre Mission Cléopâtre d'Alain Chabat, sorti 3 ans après et qui est un véritable succès autant au niveau du box-office avec plus de 14 millions d'entrées, ce qui en fait un des films les plus vus de l'histoire du cinéma français. Que de la critique. Il est encore considéré comme la meilleure adaptation d'Astérix. Il est très chouette, par contre je n'ai pas compris pourquoi il est si apprécié. Il est bien, mais voilà, sans plus. Oui, alors forcément, je rejoins peut-être en disant que c'est le meilleur. Après, il faut voir la tête des autres. Mais oui, c'est sûr qu'il n'est pas exactement dans l'esprit de la BD. Il y a une fidélité vis-à-vis de l'histoire, dans le sens où l'histoire est extrêmement bien respectée. Après, ça se permet une prise de liberté dans l'humour, c'est aussi, c'est fait par Alain Chabat qui a inspiré de son expérience dans Les Nuls, etc. Mais moi, pareil, j'ai pas forcément saisi toute l'ovation, je trouve que c'est un bon film, de là à en faire un chef-d'œuvre. Je conçois aussi qu'il y a la nostalgie de cette époque, c'est l'humour énormément de cette époque, et puis il y a plein de choses cultes dedans, le monologue d'Edouard Baird. Ce qui plaît aussi dans ce film, c'est que c'est une bande de copains qui font un film. Et alors, je vais retirer ce que j'ai dit parce que dans le tout dernier de Guillaume Canet, c'est aussi une bande de copains, mais ça passe pas pareil parce qu'ils sont pas fans de l'univers. Mais là, Alain Chabat, il fait vraiment
Il rend hommage à l'univers, surtout que là, ça a été annoncé il y a quelques mois et ça a été réofficialisé il y a quelques jours. Alain Chabat a annoncé pour les prochains mois une série d'animation qu'il réalisait lui-même en reprenant, alors je ne sais plus quel album c'est, je crois que c'est le Combat des chefs, mais à vérifier, en reprenant un album sous forme de série animée qui devrait bientôt sortir. Donc ça, je suis bien curieux de voir ce qu'il peut faire parce que, on peut le dire honnêtement, il a très très bien utilisé l'univers. Bien que je le trouve un peu surcoté, dans la globalité, c'est un film qui fonctionne bien. Puis Astérix aux Jeux Olympiques, massivement critiqué malgré ses 3 millions d'entrées quand même. J'ai trouvé que c'était un bon film, mais pareil, sans plus. Et bah quant à moi, c'est le seul que j'ai pas vu. On enchaîne avec Astérix et Obélix au service de sa majesté, assurément le moins connu de la saga filmique. C'est la dernière fois que Depardieu campe Obélisque, et c'est cette fois Édouard Baird qui incarne Astérix. On l'a pas dit, Astérix aux Jeux Olympiques, c'était Clovis Cornillac qui jouait Astérix. J'ai été plutôt agréablement surpris par le film, qui mélange les albums Astérix et les Bretons, Astérix et les Normands. C'est une bonne réalisation, guillerette et légère. Il y a un côté un peu romantique qui est pas mal. Malgré tout, je trouve qu'il y a un défaut majeur qui revient trop souvent dans les adaptations, et on en parlait tous les deux la dernière fois, c'est les réalisateurs ne peuvent pas s'empêcher de séparer Astérix et Obélix, les deux meilleurs amis du monde. Certes, il leur arrive dans la BD de se fâcher, ce qui entraîne souvent une planche burlesque dans laquelle les deux comparses deviennent rouges tant ils hurlent, et ça s'achève par un câlin de réconciliation, et on rit toujours devant ces planches, et à la fois on s'émeut parce qu'on se dit c'est une si belle amitié. Mais dans les films, les scénaristes s'obstinent à les opposer, et c'est même le cas dans l'Empire du Milieu, la sortie l'an dernier en 2023, qui a vivement remué la presse à sa sortie, et ils se sentent obligés de faire tout ça. C'est pas non plus le film du siècle. Qu'est-ce que tu l'as vu ? Non, j'ai pas vu, malheureusement. Et tant qu'on en parle, qu'est-ce que tu as pensé de l'Empire du Milieu, toi ? Eh bah, c'est difficile. Je l'ai vu au cinéma. C'est sûr que dès sa sortie, alors gros succès, Astérix c'est toujours les gros succès du box-office, énorme succès en termes d'entrée, énorme ratage total en termes de critique. Qu'est-ce que moi j'en ai pensé ? Alors je serais pas aussi rude que l'on peut être certains critiques cinéma. Pour moi, c'est pas non plus une daube monumentale, c'est pas un bon film, en toute honnêteté. J'ai pas passé un mauvais moment, c'est une histoire originale, ça ne reprend aucun album. Encore une fois, je le redis, mais la volonté d'opposer Astérix et Obélix est mauvaise. C'est la première fois, donc on n'a pas Depardieu, on a Guillaume Canet et Gilles Lelouch qui jouent. On a Jonathan Cohen qui interprète très bien le personnage d'Épi de Maïs, si je me souviens bien de son nom. Mais il joue un peu le rôle d'Obélix en termes d'amitié avec Astérix. Et ça, ça enlève la complicité qu'on aime. Et c'est dommage. Sinon, le film, ça a été beaucoup aussi mettre du guest pour du guest. Et là où ça a plutôt fonctionné dans Mission Cléopâtre, là ça fonctionne pas du tout parce que mettre Zlatan ne sert strictement à rien. Mettre des gens que pourtant j'apprécie, Big Flo et Oli, je n'ai rien contre eux, McFly et Carlito, j'en suis extrêmement admiratif. Il y a plein de gens que j'adore qui ont fait des caméos. On a Orelsan, Angèle, c'est des personnalités publiques importantes, mais est-ce qu'ils avaient vraiment une utilité autre que de dire j'ai ces gens-là dans mon film, venez le voir. Parce que quand on regarde, j'ai beaucoup regardé aussi tout ce qui touchait à la promotion du film, à la communication qu'il y a eu à sa sortie. Tout ce qui était mis en avant, c'était pas on est fan de l'univers d'Astérix, on en a fait un film, on vous le montre, c'était on m'a proposé de faire ça, on a fait ça. Ce qui est sûrement le cas, Guillaume Canet, c'est possible, voilà, on lui a proposé ça, il a vu une belle opportunité cinématographique et c'est tout à son honneur d'avoir essayé. Mais il n'y avait pas, et j'ai l'impression, peut-être que ça n'est pas le cas, mais en tout cas ils l'ont jamais dit à ma connaissance, il n'y avait pas ce rapport de passion avec Astérix qu'il y avait pu y avoir avec Alain Chabat tout à l'heure. C'est ce que j'expliquais selon moi pourquoi ça avait marché, c'est que eux ils sont vraiment fans d'Astérix, donc ils ont fait un hommage à Astérix. Là Guillaume Canet, il a vu ça comme un projet filmique et il n'y a pas forcément ce côté de la passion, mais voilà, après c'est peut-être pas que ça, mais globalement j'en suis sorti très mitigé. Et toi, tu l'as vu ? Non, je l'ai pas vu, mais tu m'as conseillé d'aller voir les critiques, ce que j'ai fait, et ça m'a pas trop donné envie d'aller le voir. Ouais, bien sûr. Voilà, quoi. Les gens ont beaucoup. Après, voilà, va le voir quand même. Moi, je vous conseille à tous d'aller le voir si vous êtes fan de l'univers, parce que faites-vous votre propre avis. On attaque le devenir d'Astérix en 2021 par Idéfix et les Irréductibles. On en a parlé un peu dans l'épisode précédent, et je vois ta tête morose, ouais. Noah, quand j'évoque ce titre. C'est le début d'une série de bandes dessinées courtes éditées par 3, sur lesquelles travaillent successivement de nombreux auteurs.
En même temps que la sortie de la BD, il y a une adaptation en série télévisée d'animation comptant 52 épisodes parus à la télévision entre 2021 et 2022. L'objectif de ce projet, c'est de raconter l'histoire d'Idéfix, donc le chien qu'Obélix adopte dans le Tour de Gaulle, mais à Lutèce, avant qu'il ne rencontre les Gaulois. Bon, les BD continuent de sortir, je crois que c'est à peu près chaque été. Qu'est-ce que tu en penses ? J'ai pas trouvé ça logique. Comme on l'a dit dans le précédent épisode, c'est pas raccord avec l'histoire d'Astérix. Enfin, qu'est-ce qu'il fait là ? Idéfix ? Ça, à la limite, si, pourquoi pas, parce qu'il est à Lutèce quand même. Mais oui, c'est un peu l'effet Gastoun, c'est ce qu'on disait. C'est la volonté d'une édition de vouloir se faire un max d'argent. Alors, je critique pas en disant ça, mais la volonté d'une édition d'user d'une franchise qui marche très bien pour en faire quelque chose. Autant quand on m'a annoncé le projet, je me suis dit bon, ça peut très vite foirer parce que comme je le disais dans le précédent, faire des sous-trucs ça marche jamais bien à part avec Spirou et le petit Spirou. Ça aurait pu être super, quelqu'un qui se base vraiment sur une aventure, peut-être même proche de ce que certains appellent le roman graphique. Ça aurait pu être une aventure approfondie en gardant tout de même un peu l'humour de la bande dessinée d'origine, mais ça n'est pas fait comme ça. C'est quelque chose qui est vraiment destiné à un public très jeune. C'est pour ça aussi peut-être que nous, ça nous touche moins, mais c'est des histoires qui sont nettement plus enfantines, il n'y a plus cet humour qui fait le charme d'Astérix en grande partie. Ça n'est pas plaisant à lire, c'est fade. J'ai acheté le premier, j'ai lu, j'ai pas trouvé ça fou, je n'ai pas lu les suivants, je ne les ai pas achetés ni lus, parce que après on n'est pas le public cible, mais quand même, et surtout que comme tu le disais, là où je vois l'illogisme que tu veux dire, ça n'est pas tant je pense dans le lieu, tout ça, puisque en même temps, d'un point de vue de cohérence, il reste à Lutèce. Parfois, on voit Abraham Coursix qui vient avec sa femme pour rendre visite aux frères. Ça, c'est des bonnes idées d'intégrer ça. En même temps, le dessin est très bon, la réalisation, voilà. Mais ce qui marche moins bien, c'est le fait de se dire, en fait, c'est juste mettre la même chose, mais comme si c'était des animaux. En fait, Astérix, c'est Idéfix. Obélix, c'est le pote d'Idéfix. Et puis voilà, et en plus, ils combattent contre des chiens romains. Dans ce cas-là, autant continuer Astérix, quoi. C'est Gastoun, en fait. C'est la même. C'est la même chose. Un nouvel album d'Astérix est sorti il y a peu, qui s'appelle l'Iris Blanc. Parfaitement, on a donc scénario de Fab Caro, c'était la première fois qu'on n'a pas Jean-Yves Ferry, et les dessins de Didier Conrad. Moi j'ai trouvé pas mal, écoute, l'histoire elle est sympa, les dessins pareil, enfin j'ai pas adoré, mais je trouvais ça sympa. Et moi, sitôt sorti, sitôt acheté, le passionné de bande dessinée franco-belge que je suis ne peut qu'être ravi à l'annonce d'un nouveau tome des aventures du petit Gaulois qui résiste tant bien que mal à l'envahisseur et que l'on connaît sous le nom d'Astérix. Cette fois-ci, nous restons dans le village armoricain alors que l'Iris Blanc, un Romain qui prêche la réflexion, la maîtrise de soi et la pensée positive, vient motiver les troupes de César et s'incruste dans le village gaulois dans lequel il sème la zizanie. Je dois dire que j'ai été conquis. Et j'ai adoré cette lecture. Ah ouais, j'ai retrouvé pour mon plus grand bonheur, alors que depuis quelques années les tomes d'Astérix étaient bons, mais pas exceptionnels, l'esprit qui fait tant le charme de cette bande dessinée. Le scénario de Fab Caro, qui reprend donc le flambeau, fonctionne parfaitement. Je trouve même nettement mieux que Jean-Yves Ferry. La BD est remplie de détails, on a des clins d'œil. Le foie d'Abraham Coursix, on a une petite référence à quand il y a la feuille qui lui tombe et qui crie « Mon foie ». Il y a même une référence dans celui-ci à ces moments. Ça fourmille d'un nombre incalculable de jeux de mots, et ça... Comme vous le savez, j'adore, c'est pour mon plus grand bonheur, et qui font forcément penser à la manière d'écrire de Goscinny. Le dessin de Didier Conrad est toujours excellent, il reprend à merveille la patte du Lerzo, il apporte sa touche personnelle, ça s'allie très bien avec les jolies couleurs, c'est très, très riche en idées, et mention spéciale, je le disais tout à l'heure, à la caricature de Jean Rochefort. Que dire de plus, si ce n'est que j'ai passé un très bon, voire un excellent moment dans cette histoire rythmée qui s'enchaîne parfaitement et qui constitue un grand bol d'air frais. Ça m'a fait un bien fou de le lire. Il ne se passe pas une planche sans que j'ai ri. Vraiment, sincèrement, je riais mais je m'esclaffais presque, ce qui est pas non plus très évident avec une bande dessinée, ou que je m'émerveille du talent de ces deux auteurs qui ont parfaitement compris l'esprit Astérix. C'est un pari réussi et honnêtement, waouh, il fait partie de mes albums préférés maintenant. Moi, c'est surtout les dessins que j'ai trouvé très bien faits. Ouais, les couleurs, c'est précis. Bon, l'histoire, j'ai aimé, mais j'ai pas adoré comme toi. Même si c'est bien, je dis pas le contraire. Oui, après, c'est très empreint, comme je le disais tout à l'heure, du devin. Un mec qui arrive dans le village pour semer la zizanie. Et aussi de la zizanie. Voilà, les albums qui se passent dans le village, mais moi j'aime beaucoup ça, et j'ai hâte de voir si Fab Caro continue
pour les prochains albums. Et en tout cas, le succès était au rendez-vous. Et moi, j'ai regardé un peu les critiques des gens. Et c'est vrai que ce qui a été beaucoup dit, c'est que cet album était nettement mieux que les tout derniers qui ont été refaits. Alors, ils sont sympas. Hein, je parle de La fille de Vercingétorix, Le Griffon, Chez les Pictes, Le Papyrus de César, qui sont bien. Mais celui-ci, je l'ai trouvé particulièrement bon. Eh bien, ne serait-ce pas le moment de passer aux recommandations ? Tout à fait, Noah, et je te laisse le loisir de commencer. Bien, pour ma part, j'aimerais parler d'un livre qui fait partie d'une collection qui parle de l'histoire d'Astérix. Et ce livre répertorie et explique toutes les expressions latines d'Astérix, et je l'ai trouvé très intéressant. Donc oui, les citations latines expliquées de A à Z, c'est sous forme d'un dictionnaire. Je l'ai aussi, j'ai adoré. Enfin, alors ça se lit pas d'une traite, mais de temps en temps on va piocher, ou quand on lit un album, on voit une citation. Tiens, je vais aller regarder dans le dictionnaire des citations, voir ce que ça veut dire, parce que on a l'origine du mot, on a le lien avec la situation qui est en train de se dérouler, et ça surtout avec le marin, parce qu'on l'a pas dit, mais les pirates qui sont toujours dans des situations pas permises. Et quand on a les petites répliques très récurrentes de Triple Patte, le pirate qui a toujours ses locutions latines. En effet, Noah, excellente recommandation. En ce qui me concerne, il s'agit d'une vidéo que vous pouvez trouver aisément sur YouTube, car malgré notre volonté d'élargir notre propos au maximum, nous n'avons pas spécialement parlé des jeux vidéo, puisque ni Noah ni moi n'y avons joué, je crois bien. Non. Mais le créateur de contenu Edward a fait une vidéo il y a environ 7 ans sur YouTube pour lier l'histoire du célèbre Gaulois à son épopée vidéoludique, et c'est un bon complément que j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder. Donc allez taper Edward, c'est E-D-W-A-R-D, et on voit toute l'évolution du jeu, il analyse ça, et je trouve que c'est particulièrement pertinent de voir aussi cette facette du personnage qui, de par son côté d'aventure, a quand même laissé place à des jeux globalement mauvais, mais qui ont eu au moins le mérite d'exister. Bon, passons au mot de la fin. Eh bien, j'aimerais vous dire que dans ce podcast, on a beaucoup taillé Astérix. Mais, ouais. Attention, uniquement les adaptations. Enfin, en général, oui, mais faut pas s'y fier. Faut que chacun puisse se faire son propre avis. Oui, les adaptations, il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment moins. Pareil pour les BD. Donc, franchement, allez vous faire une idée. Et vous fiez pas forcément à ce qu'on dit, parce que c'est notre avis à nous. Non, alors oui, alors si par contre vous l'avez compris ainsi, c'était pas du tout le but. Nous, c'est pas du tout de cracher sur Astérix, au contraire, je pense que vous l'avez saisi. Nous, on est des passionnés, on adore ça, mais surtout la bande dessinée, et c'est aussi une manière d'être complètement franc avec vous. Bien qu'on adore l'univers et qu'on soit fan de BD franco-belge et d'Astérix, c'est sûr que dans l'univers, il y a aussi eu des ratés, et c'est bien d'en parler également. Donc, moi, je vous conseille la même chose. Allez lire, allez vous replonger dans les BD, ça fait toujours du bien. Le soir, vous allez dans votre bibliothèque, vous prenez un petit Astérix, vous allez vous allonger, et puis vous lisez ça. Et là, on est bien. Et ben, on vous dit à bientôt partout Tatis. Salut. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt. On coupera ça. Oui. C'est un moment très gênant. Ça regardera. Non. Alors ensuite, c'est bien d'en parler. On a Assurance Tourix, le druide du village, qui n'a jamais le druide, pas le druide. Le barbe. On recommence. Ensuite, on a Assurance. Yves Le Braque. Ah, vas-y. Ah non, c'était l'autre épisode. Morning. Guillaume Canet, pas Michael Youn. Ouais, bande de copains quoi. Je dois finir ? Bah ouais, vas-y.